Monsieur le Président de la Guinée-Conakry, Monsieur le Président de l'Union africaine aussi, Alpha Condé, merci de nous accorder du temps et d'accorder cet entretien à TV5 Monde. Alors vous êtes à Paris, vous avez rencontré François Hollande. C'était votre dernière rencontre avec lui en tant que président, puisque c'est la fin de son mandat. Qu'est-ce que vous retenez du mandat de François Hollande? Bon, je pense que le président Hollande a été un grand ami de l'Afrique. C'est pas maintenant, dès l'internat socialiste. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à améliorer les relations entre l'Afrique et la France. Et surtout, nous sommes très reconnaissants d'être intervenu au Mali, parce que s'il n'était pas intervenu au Mali, je pense que ça aurait été la catastrophe. Même si l'intervention n'a pas tout résolu, mais ça a permis au moins d'empêcher le Mali d'éclater et d'avoir des conséquences dans nos pays. Qu'est-ce que vous attendez de votre visite en France? Bon, j'attends le renforcement des relations entre la France et la Guinée, mais aussi entre la France et l'Afrique. J'entends aussi expliquer au président Hollande quelle est la nouvelle vision que nous avons de nos rapports avec les autres pays, les autres continents, et comment nous entendons que l'Afrique prenne son destin en main et que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Nous souhaitons avoir l'accompagnement de la France dans cette nouvelle vision que nous avons du rôle de l'Afrique et particulièrement de l'Union africaine. Mais justement, vous facilitez la transition. Monsieur le Président, vous êtes actuellement le président tournant de l'Union africaine. Tout le monde a salué votre manière de gérer les discussions lorsqu'il s'est agi de réintégrer le Maroc au sein de l'Union africaine. Vous avez reçu l'assurance de la part du Maroc que jamais ils ne demanderont l'exclusion du Front Polisario. C'était le motif de la discorde au départ. Vous savez, moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est renforcer la cohésion de l'Union africaine. Donc, il y a des questions sur lesquelles je préfère discuter avec mes partenaires, mais pas mettre ça sur la scène publique. Je pense que c'est des questions, comme nous sommes tous membres maintenant de l'Union africaine, je pense que nous trouverons la solution. Mais la solution ne peut se faire que par une diplomatie feutrée, non pas sur des débats sur la scène publique. Alors, au cours des débats au sein de l'Union africaine, il y avait notamment la posture du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, aussi de l'Algérie, ces postures extrêmement anticoloniales. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que ces postures, elles ont encore une raison d'être? Est-ce que ce ne sont pas d'une autre époque, d'un autre temps? Vous savez, et ces pays ont mené la lutte armée de libération. Donc, nécessairement, cela marque leur histoire. Mais ce qui a été important, c'est que le Maroc a été admis par consensus. Beaucoup de gens pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater, mais aujourd'hui, les chefs d'État africains ont montré qu'il y a tellement de problèmes importants qui interpellent l'Afrique et que, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir sur un point, ça ne peut pas nous empêcher de nous unir pour faire face. Vous savez, on a le problème de la pauvreté, le problème de l'immigration, nos enfants qui meurent dans les eaux de la Méditerranée, le problème du climat. Donc, aujourd'hui, nous voulons unir nos forces pour lutter contre la pauvreté et l'injustice, lutter contre la détérioration du climat et aussi surtout doter l'Afrique d'énergie afin que nous puissions transformer les matières premières sur place. Donc ça c'est plus important que les divergences sur quelques points. Donc nous sommes décidés à prendre les choses en main en Afrique et l'Afrique résolve ses problèmes par elle-même. Alors récemment, vous avez déclaré que l'Afrique de l'Ouest restait très attachée à l'ex-puissance coloniale qui est la France. Selon vous, c'est l'Afrique de l'Ouest qui n'arrive pas à se détacher ou est-ce que c'est la France qui a du mal à laisser... Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on reproche beaucoup aux pays francophones en quelque sorte que nous devons couper le cordon ombilical, c'est-à-dire nous devons être majeurs dans nos rapports avec la France. Ça veut dire que nous devons avoir de bons rapports avec la France, nous parlons la même langue, mais ça doit être des rapports entre des États souverains et une coopération bénéfique pour les deux parties. Donc il faut que les pays africains francophones soient considérés comme majeurs. C'est que les autres pays nous voient souvent comme des pays qui ne sont pas encore tout à fait majeurs. Donc je dis il faut que nous perdons cette image-là et que nous apparaissons comme des États souverains qui collaborent avec la France et d'autres pays. Mais on doit continuer à coopérer avec la France. Nous sommes des anciennes colonies, mais aujourd'hui nous sommes indépendants, souverains. Donc ça doit être des rapports d'État à État, de coopération bénéfique, coopération gagnant-gagnant. Monsieur le Président, la France-Afrique, elle existe encore? Enfin, vous savez bien. Mais notre objectif, c'est justement de tourner la page à la France-Afrique. Et que les rapports entre la France et les pays africains soient des rapports d'État à État, basés sur l'intérêt réciproque des peuples, non pas de quelques individus ou des présidents, mais sur l'intérêt des États et des peuples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier les rapports entre présidents, mais privilégier les rapports entre les États. Quel que soit le gouvernement qui sera en France ou en Afrique, il faut que les rapports soient des rapports d'État à État, ce qui permet d'avoir des relations à long terme.
Alors, on a vu le rôle joué par l'Union africaine dans la résolution de la crise gambienne. On a l'impression qu'en revanche, en ce qui concerne notamment la crise en République démocratique du Congo ou au Burundi, on a l'impression que cette Union africaine, elle est un peu impuissante. Parce que l'Union africaine ne s'était pas donné les moyens. Et c'est pourquoi, à partir du sommet de Kigali, nous avons décidé de nous donner les moyens. La première chose, c'est d'assurer l'autonomie financière. Quand vous n'êtes pas autonome financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Donc nous avons pris la décision, depuis de Kigali et Addis Abeba, de consacrer les 0,2% de nos importations au financement. Donc désormais, l'Union africaine va être s'autofinancée. Deuxièmement, nous avons chargé le président Kagame de faire des réformes qu'on a adoptées en partie en janvier et le reste en juillet. C'est-à-dire, il faut que, pour que l'Union africaine puisse jouer son rôle, il faut que l'Union africaine change complètement. Mais cette voie a commencé depuis Kigali et nous pensons que ça va être renforcé au prochain sommet de juillet et pour que l'Union africaine puisse prendre son destin en main. Par exemple, pour le Libyen aujourd'hui, nous pensons que ça va être résolu par l'Union africaine, le problème de Congo, Kinshasa, etc. Nous sommes en train de travailler avec les parties prenantes afin que désormais, que nous collaborons avec les pays non africains, mais que ce soit l'Afrique, que les autres nous accompagnent, mais que ce soit l'Afrique qui résolve ces problèmes africains, même si on doit être accompagnés, mais ce n'est qui doivent être les acteurs principaux, parce que nous sommes les premiers concernés. La crise en République démocratique du Congo, elle vous inquiète particulièrement, plus que celle au Burundi, qui est une crise oubliée? Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Une crise au Congo qui ne tous les pays africains. Le Congo, quand même, c'est le poumon et le cœur de l'Afrique. Donc, c'est un grand pays. Et le Congo peut donner l'électricité et l'eau presque à toute l'Afrique. Donc, c'est extrêmement important pour nous, la stabilité, l'unité et la paix au Congo-Kinshasa. Donc, et ça nous préoccupe. C'est pourquoi nous faisons tout. Moi, en tant que président de l'Union africaine, j'ai parlé avec le président Kabila, j'ai parlé avec les différents mouvements de l'opposition. Et nous les accompagnons. Nous sommes à leur côté pour les aider à trouver une solution qui permette au Congo de faire des élections libres, transparentes et de pouvoir assurer le développement du Congo, ce qui peut être extrêmement important aussi, le développement de l'Afrique. Le Congo jouera un très grand rôle dans le développement de l'Afrique. Donc il est extrêmement important pour nous que la paix, la stabilité et le développement de ce pays soient fondamentaux. Monsieur le Président, le 28 septembre 2017, 150 personnes étaient tuées par les forces de l'ordre dans le stade de Conakry. Il y avait aussi des dizaines de femmes violées. Aujourd'hui, Toumba Diakité, l'aide de camp de Moussa Dadis Camara, qui était le chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque, est incarcéré à Conakry. Quid de Moussa Dadis Camara? Est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'il sera jugé par un tribunal guinéen? Vous savez, ça c'est l'affaire de la justice. Moi, je respecte l'indépendance de la justice. Mon rôle, c'est d'accompagner la justice, mais c'est les juges qui décideront. Nous, notre rôle, c'est de mettre tous les moyens matériels, physiques et humains à la disposition de la justice, mais c'est la justice qui se prononcera. Moi, je suis l'exécutif, je n'ai pas à m'ingérer dans le déroulement du processus judiciaire. C'est accompagner les juges, le projet donner les moyens. Cela fait 7 ans? Ça fait plus de 7 ans presque 10 ans que les familles attendent réparation. Vous comprenez qu'elles puissent trouver le temps long? Mais vous savez, ce n'est pas comme ça. Ça fait combien de temps a duré les procès dans l'histoire de la Bosnie, etc. Il faut que si on veut une justice correcte, il faut quand même prendre le temps. Il ne faut pas. Moi, je suis président de la République, je ne suis pas président d'une ONG, c'est la jeune ONG qui bouscule, etc. Mais nous ne pouvons pas agir comme si nous étions une ONG. Donc, la justice suit son cours. Vous ne pouvez pas, par exemple, même le CPI, combien de temps ils mettent pour juger quelqu'un? Ça peut prendre 5 ans, 6 ans. Si je prends par exemple le cas de Mbamel, le président Gbagbo, ça fait combien d'années qu'il est là-bas? Ça fait 5 ans, jusqu'à présent il n'est pas jugé. Pourquoi on ne trouve pas de temps long? Il faut donc qu'on respecte un peu l'Afrique, on ne veuille pas nous imposer un rythme. Nous sommes plus préoccupés de la situation de nos femmes que de l'extérieur. Les gens ne peuvent pas penser qu'ils sont plus préoccupés des conditions de vie des femmes en Guinée que nous. Donc on nous laisse un peu régler nos problèmes, qu'on cesse de nous donner des leçons de morale, etc. Surtout que ceux qui nous donnent des leçons de morale, ils n'ont qu'à un peu regarder ce qui se passe chez eux. Nous sommes fatigués de ces donneurs de leçons. Comme a dit le roi du Maroc, des gens qui nous donnent des leçons alors qu'ils n'ont même plus la connaissance de leur peuple. La preuve, on voit les sondages et les réalités qui viennent après. Donc des gens qui ne savent même pas aujourd'hui quelles sont les préoccupations de leur peuple nous donnent des leçons. Ils n'ont qu'à d'abord se pencher un peu, ils n'ont qu'à regarder d'abord ce qui se passe chez eux.
Alors, la Guinée-Conakry a été l'un des pays les plus touchés par l'épidémie Ebola. Aujourd'hui, après la fin de l'épidémie, cette crise, ça a été l'occasion de voir la faiblesse des systèmes hospitaliers, mais aussi peut-être le manque de personnel soignant. Aujourd'hui, quelques mois après la fin de cette épidémie, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis en place un plan pour que la Guinée-Conakry puisse se doter des infrastructures hospitalières dignes de ce nom? Nous avons souffert de l'Ebola parce que notre système hospitalier n'était pas à la hauteur. Ça, c'est évident. Sinon, nous n'aurons pas souffert. Donc, aujourd'hui, comment faire pour qu'on ait un système hospitalier performant qui soit à la hauteur? Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Non seulement nous faisons des efforts nous-mêmes, mais nous sommes accompagnés. Par exemple, l'Institut Pasteur va construire un institut en Guinée. CDC, pareil. La Russie nous a offert déjà 2 laboratoires, nous avons fait un 3e laboratoire. Nous-mêmes, nous avons augmenté le budget du ministère de la Santé parce qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que dans le cadre africain, on arrive en coopération à pouvoir fabriquer les médicaments nous-mêmes en Afrique et pourquoi pas les vaccins, parce que nous sommes les premiers concernés. Donc, il faut non seulement qu'on ait des hôpitaux performants, mais il faut qu'on aille au-delà et qu'on soit en mesure d'être autonome dans la fabrication des médicaments, mais aussi dans la recherche pour faire des vaccins. C'est ça qui nous permettra de faire face aux épidémies, non pas d'attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes de faire face, quitte à ce que ceux qui viennent de l'extérieur soient un appoint. Donc nous avons encore un long chemin à parcourir, pas seulement en Guinée, mais dans toute l'Afrique. Il y a aussi un gros besoin de formation. Bon, il y a la formation, bon, il y a la recherche, non seulement nous devons former des médecins, mais nous devons aussi renforcer la recherche. Et pour cela, je suis très heureux de l'accompagnement de la France dans le cadre de l'Institut Pasteur, mais aussi des Américains avec CDC. Donc, nous pensons qu'avec le retour de l'Institut Pasteur, vous savez qu'en Guinée, pendant la période coloniale, les vaccins contre les morsures de serpent étaient fabriqués à Pasteur en Guinée. Malheureusement, les conditions de dépendance ont fait que l'Institut Pasteur est parti. Si on avait l'Institut Pasteur, l'Ebola aurait été arrêté aussitôt. À Guéguédou, ce n'est pas arrivé à Conakry. Donc, nous espérons qu'avec nos efforts, surtout l'accompagnement de nos amis, l'Afrique va être capable. Il y aura toujours de nouvelles maladies. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour ne pas être surpris par d'autres maladies. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui le président guinéen qui vient d'achever une visite d'État en France. Monsieur Alpha Condé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien, donc à l'issue de votre visite d'État en France. J'ai envie de vous poser une question sur celui que vous appelez votre ami François Hollande, puisque vous vous connaissez depuis de très longues années. Je ne vais pas vous demander de faire son bilan, mais peut-être vous demander quelle est la décision que François Hollande aurait pu prendre, selon vous, durant son quinquennat, et qu'il n'a pas prise. Est-ce que vous avez des regrets? J'ai des regrets, mais j'ai préféré lui dire lui-même, pas en public, mais je lui ai dit, il le sait. Vous lui avez dit, vous en avez parlé? Oui. Donc après, mais ça reste entre amis. Ça reste entre amis. Oui. Vous n'allez pas partager ça avec nous. Non. Mais vous reconnaissez qu'il y a eu quand même, que vous avez quelques regrets. Oui, parce que je pense que c'est un gâchis que le président aurait eu aujourd'hui un boulevard devant lui et que c'est un gâchis parce que c'est un très bon président. Et je pense qu'il méritait mieux. Mais enfin, et j'ai dit hier que les Français le regretteront. Mais un très bon président qui a fait tout ce que vous auriez souhaité qu'il fasse pour l'Afrique? Il a fait l'essentiel, surtout en intervenant au Mali, ce qui nous a évité la catastrophe. Bien que c'était une honte qu'après 40 ans, nous n'avions pas été en mesure de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Mais ça a été une très grande décision. Ensuite, il nous a accompagnés pendant l'Ebola. Et surtout, il a été l'architecte du COP21 pour le financement de l'énergie en Afrique. Voilà 3 décisions extrêmement importantes qu'il a prises pour l'Afrique. Vous avez rencontré Emmanuel Macron, qui est l'un des favoris de cette élection présidentielle, si l'on en croit les sondages. Monsieur Macron connaît l'Afrique? De quoi avez-vous parlé? J'ai déjà rencontré Macron quand il était un ministre. Et nous avons beaucoup discuté de la politique africaine et de la nouvelle vision que nous avons en Afrique. J'étais parfaitement d'accord. Je verrai le Premier ministre Fillon demain matin, mais j'ai échangé avec lui aussi au téléphone. Je lui ai expliqué quelle est la vision que nous avons aujourd'hui de l'Afrique, une Afrique mature, mûre, qui entend collaborer d'égal à égal avec les autres pays. Et ils sont parfaitement d'accord avec cette orientation.
Alors, vous allez voir M. Fillon, vous avez vu Macron. Qu'est-ce que vous attendez de la classe politique française? Ils attendent de la classe française qu'ils prennent l'Afrique comme un partenaire stratégique, d'autant plus que nous avons en commun un problème réel, qui est le problème de l'immigration. Et pour mettre fin à l'immigration, il faut absolument que l'Afrique se développe. Donc, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'industrialisation et les infrastructures. Nous voulons qu'ils nous accompagnent. Ce que nous expliquons, c'est que l'Afrique est à la fois un grand marché et une usine. L'Afrique peut être l'usine du monde à la place de la Chine, d'autant plus que nous sommes proches de l'Europe. Et ensuite, l'Afrique, en 2050, on sera plus nombreux que la Chine. Si nous avons l'énergie et que nous maîtrisons les nouvelles technologies, nous pouvons être un grand marché. Et ça permettra que les jeunes Africains, qui est notre principale préoccupation, parce que 70% de la population a moins de 30 ans, des jeunes Africains ne migreront plus parce qu'ils auront du travail sur place. Et l'Afrique, et aussi, ça permettra de mettre fin au terrorisme qui fleurit sur la pauvreté et l'injustice. Je reviens un instant sur la politique française. Votre homologue tchadien, Idriss Déby, a reçu Marine Le Pen, la présidente du Front National. Selon vous, c'était une erreur ou il a eu raison de faire ça? Ça a posé lui la question. Vous devez avoir un avis. Vous êtes un Je lui ai déjà donné mon avis. Un homme de gauche très proche de Je lui ai donné mon avis. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'aurais pas reçu Marine Le Pen dans le contexte actuel. Mais bon, je pense qu'il avait ses raisons. Mais nous en avons discuté. Et il m'a donné ses raisons. Donc ça reste entre nous. Vous lui avez donné votre avis et vous ne l'auriez pas reçu. Je lui ai demandé pour qu'elle a reçu, m'a donné ses raisons. C'est tout. Monsieur le Président, vous présidez, je le rappelle également cette année, la présidence tournante de l'Union africaine. Il y a cette année un véritable problème, un gros problème qui s'impose sur le continent, c'est la situation en République démocratique du Congo. Il y a un Premier ministre qui a été nommé, qui n'est pas reconnu par l'opposition. Est-ce qu'il y aura des élections cette année en 2017, comme les accords du 31 décembre le prévoient? Nous l'espérons. J'ai reçu le fils Félix Tshisekedi en Guinée, j'ai reçu Katumbi. J'ai échangé plusieurs fois avec le président Kabila plusieurs fois. Nous avons eu à nous concerter, le président Idriss Déby, le président Ali Bongo, le président Sassou, le président Dos Santos et le président de Guinée équatoriale. Nous avons dit que l'Union africaine va accompagner le Congo pour que les accords puissent être appliqués, que les élections aient lieu en 2017. D'ailleurs, j'ai envoyé demander au président Moussa Faki d'envoyer le commissaire à la paix et à la sécurité qui devait être au Congo-Kinshasa le 9 pour nous faire son rapport afin que l'Union africaine voit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos frères congolais. Vous savez, le Congo, c'est quand même le cœur de l'Afrique et nous tenons absolument à la stabilité, à la paix et à un Congo stable parce que c'est fondamental pour nous. Mais est-ce que l'Union africaine peut réellement peser sur la vie politique au Congo? Nous allons les accompagner et nous mettre à leur disposition pour les accompagner, mais c'est les Congolais qui doivent décider. Mais nous nous mettons à leur disposition pour les accompagner. Une question sur le terrorisme, Monsieur le Président. Le phénomène terroriste a affecté le Mali, ça tout le monde le sait, mais maintenant ça déborde sur le Burkina Faso. Le Burkina est désormais dans l'œil du cyclone. Est-ce que vous estimez que vous, en Guinée, vous êtes menacé? Tous les pays africains de l'Afrique de l'Ouest sont menacés. Personne n'est à l'abri parce que nous avons les mêmes frontières, les mêmes populations des deux côtés. D'autant plus que maintenant le terrorisme déborde, le problème des Touaregs. Maintenant, il y a des Africains. Vous avez le mouvement de libération de Massi, c'est quand même des Guinéens, c'est comme des Guinéens ou des Sénégalais. Mais ce qui est important pour nous, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme par les armes, parce que le terrorisme fleurit sur la pauvreté et l'injustice. C'est en vainquant la pauvreté et en ayant une juste répartition des fruits de la développement, surtout vers les populations des pays vulnérables, les femmes et les jeunes, que nous pourrons vaincre le terrorisme. Et aujourd'hui, vous avez vu le G5, nous avons décidé que désormais, nous allons prendre la lutte contre le terrorisme en main. Nous ne voulons plus qu'on nous envoie des troupes. Nous voulons qu'on finance l'Union africaine et qu'on nous mette des moyens à disposition et que ce soit les Africains qui désormais assurent la lutte contre le terrorisme. Nous ne voulons plus que des Français meurent en Afrique. Vous venez de citer le Front de libération du Massina, ce nouveau groupe djihadiste qui a vu le jour au Mali, qui se revendique ou disons plus ou moins appartenant à la communauté Peul ou recrutant dans la communauté Peul du Mali. Vous ne craignez pas un effet de contagion chez vous, en Guinée? Non, mais nous sommes inquiets parce que, vous savez, les gens du Massi, les gens de la Guinée, du Sénégal sont les mêmes.
Donc le danger, c'est qu'ils puissent traverser les frontières, mais pour le moment, nous ne pensons pas du tout que cela puisse toucher la Guinée, du moins les peuples de Guinée ou les peuples du Sénégal. Mais le danger, c'est que s'ils sont dans le mouvement terroriste, ils peuvent être utilisés pour faire des actes en Côte d'Ivoire, en Guinée ou au Sénégal, comme ils le font actuellement au Burkina. Une question sur la situation politique dans votre pays. La Fédération internationale des droits de l'homme estime que beaucoup reste à faire encore pour consolider l'état de droit en Guinée. Que répondez-vous à la FIDH ? Ce n'est pas, je ne crois pas que ça. J'ai dit déjà que je ne suis pas guidé par le jugement des organisations des droits de l'homme. Moi, je suis élu par le peuple de Guinée. J'ai des comptes entre le peuple de Guinée et le peuple africain. Ils sont libres d'avoir leur jugement. Vous savez, les gens, on l'amène toujours de la Guinée vers son passé. Moi, je sais que nous avons fait beaucoup de progrès, mais ils sont libres d'avoir leur jugement. Pour moi, c'est pas FDH ou autres là qui vont décider de ce que je vais faire ou pas. J'ai été déjà très clair. Nous voulons que désormais, que les problèmes africains soient jugés par les Africains. Nous ne voulons plus que les ONG occidentales là, nous imposent leur vue. Cela, c'est le passé, ce n'est pas la nouvelle Afrique. J'ai été très clair sur cette question. Et vous estimez, votre raisonnement englobe également, outre les ONG, la Cour pénale internationale, la CPI par exemple ? Et vous connaissez la position de l'Union africaine dernièrement sur le CPI, donc je n'ai pas revenu là-dessus. Donc, a priori, vous estimez que... Nous sommes en train de travailler pour créer une Cour internationale de justice parce que nous pensons que nous devons lutter contre l'impunité. Mais nous allons faire en sorte, moi-même, je vais me rendre à Dar es Salaam pour rencontrer la Cour et nous voulons rapidement mettre en place une Cour internationale de justice africaine pour juger les crimes contre le peuple africain. À propos de la CPI, vous connaissez bien Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. C'était votre ami, il est incarcéré à La Haye. Vous souhaitez sa mise en liberté conditionnelle ? Vous savez, moi je ne m'ingère pas dans les affaires, c'est mon ami, mais je laisse la justice faire. Je suis président de l'Union africaine, donc je ne vais pas m'ingérer dans la justice, mais l'Union africaine a pris une position très claire lors de son dernier sommet. Je reviens un instant sur la situation politique. Je sais que vous avez dit que l'avis des ONG ne vous intéressait pas outre mesure, mais il y a beaucoup d'ONG notamment qui critiquent le maintien de l'ordre en Guinée, notamment quand il y a des manifestations étudiantes. J'ai envie de vous demander si la police guinéenne, quand il y a des manifestations étudiantes, n'a pas la gâchette un peu trop facile. Il faut se demander si les gens qui sont morts, est-ce qu'ils ont été tués par les Kalachnikov que possèdent les militaires ou bien par les fusils de chasse. Et vous savez, j'ai fait distinction. Il y a des ONG qui sont financées par les multinationales. Je ne vois pas comment elles peuvent se présenter défendre les intérêts des peuples. Par contre, il y a des ONG qui sont sérieuses. Nous faisons la distinction entre celles qui sont financées par les multinationales et qui seront... Vous avez votre collègue Ménard, qui était le grand chantre de la liberté de la presse et qui voulait terroriser les pays africains et qui est aujourd'hui maire Front National. Alors, vous savez... Hein, Une question est encore sur la politique intérieure guinéenne. Il y a énormément de rumeurs, la classe politique s'agite. Il y a une question qui taraude un petit peu tous les dirigeants politiques, qu'ils appartiennent à votre parti d'ailleurs, ou qui soient de l'opposition, c'est est-ce que vous allez être à nouveau candidat aux prochaines élections dans 3 ans ? Pour le moment, moi, j'ai été élu sur un programme. Pour le moment, je m'applique à appliquer ce programme. Moi, je ne fais pas de spéculation parce qu'on fait des spéculations sur l'Afrique. Pourquoi pas sur les autres pays? Personne ne se demande si les élections de Singapour ou d'Asie doivent se présenter ou pas. Je ne vois pas pourquoi on se focalise seulement sur l'Afrique. Pourquoi on ne pose pas la même question aux Asiatiques, aux Latino-Américains? Pourquoi c'est seulement l'Afrique? Mais vous êtes favorable à la limitation des mandats présidentiels? Je ne veux pas répondre à cette question. Ça dépend de chaque pays, de chaque responsable. L'Afrique n'est pas... c'est un continent, nous travaillons ensemble, mais la situation des pays sont diverses. Tous les chefs d'État ne gouvernent pas de la même façon. Il y en a qui font avancer leur pays, d'autres moins. Donc je pense qu'avoir une vision unitaire, c'est dogmatique, c'est un peu se moquer des Africains. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Monsieur le Président, merci. Merci à vous de votre fidélité. L'information continue sur France 24. L'amitié, chaque fois que les chefs d'État avaient des difficultés, j'avais eu l'amitié d'accepter que quand je savais, je dis, bon, François, est-ce qu'on peut appeler tel ami? On l'appelait, tu discutais, donc ça permettait de détendre
et peut-être de mieux comprendre la situation de certains pays, parce que c'est pas toujours facile quand tu es venu, c'est pas toujours facile de comprendre l'Afrique, surtout qu'on a l'habitude de nous dicter ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus majeurs. Nous sommes décidés à ce que le problème africain soit résolu par des Africains, à commencer par le problème de la Libye. À Deauville, nous étions invités, lorsque le président Sarkozy était au pouvoir. Nous avons dit, Issoufou et moi, n'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'État en Libye. Ce sera 3 régions au moins, Tobruk, Misrata et Tripoli, sinon plus. Et comme nous savons que la Libye était un arsenal, le développement du terrorisme chez nous. Vous êtes intervenu, vous êtes parti. C'est facile aujourd'hui qu'Obama ou Cameroun fassent l'autocritique, mais pendant ce temps, nos enfants sont en train de mourir, ou sur les armes des terroristes, ou dans le désert libyen, ou dans les eaux de la Méditerranée. Donc nous sommes décidés désormais à nous prendre en main. Le sommet de Kigali et le dernier sommet à Kigali et à Addis Abeba a été un tournant. Nous étions financés en grande partie par l'Union européenne. Nous avons décidé désormais d'être autonomes financièrement et de nous financer nous-mêmes. D'où la décision de consacrer 0,2% de nos importations au financement de l'Union africaine, parce que l'indépendance commence d'abord par l'indépendance financière. Nous avons fait les réformes de l'Union africaine et nous avons donc décidé aussi de nous prendre en main. Nous avons constaté que les casques bleus sont au Congo-Kinshasa depuis 20 000, depuis des années, que ça ne change rien. Nous avons donc décidé que désormais, nous souhaitons que vous nous apportez votre contribution pour nous équiper matériellement, mais que ce soit des troupes africaines qui se battent désormais. Nous avons salué votre intervention, mais nous ne souhaitons plus que des soldats français aillent mourir en Afrique. Nous préférons que l'Afrique prenne son destin en main, que vous nous aidez à avoir des équipements, mais que ce soit les Africains qui se battent comme nous sommes en train de le faire en Somalie. Donc, tu as montré, et je pense que tu seras le verront, que l'Afrique est devenue majeure. Nous ne voulons plus être jugés à travers les ONG, surtout quand on sait que quelqu'un d'entre vous nous a fait des leçons sur le respect et les libertés de la presse et qui, je dis, se trouve maire Front National en France. Alors donc, nous ne voulons plus que ce soit ça les ONG qui dictent ce que nous devons faire comme nous juges. Nous voulons désormais qu'on nous laisse déterminer quel est l'appui de développement que nous voulons, comment nous voulons appliquer les règles universelles de la démocratie en fonction de réalités concrètes et de tenir compte aussi des spécificités de chaque État, non pas d'avoir une vision dogmatique, il faut si ça en Afrique, il faut si ça en Afrique, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons désormais que vous nous accompagniez, mais entre adultes majeurs et pays indépendants, dans la coopération gagnant-gagnant entre des États souverains. Tu as compris cela. Et nous disons aux Européens que désormais ce sera l'Afrique. Nous ne souhaiterons plus qu'on nous dicte ce que nous devons faire et qu'on intervienne dans nos affaires. Nous voulons désormais qu'on nous respecte, comme nous respectons votre souveraineté, qu'on nous respecte et qu'on sache désormais que nous sommes devenus majeurs. Et ça, tu as beaucoup contribué. Merci François. Ce dîner d'État a donc permis à ces deux personnalités d'évoquer en profondeur toutes les questions d'intérêt commun entre la Guinée et la France, mais également entre l'Afrique et la France.